Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Demain à la Une, le dernier numéro de Demain à la Une. J'ai le plaisir, avec beaucoup d'émotion, de recevoir pour cette dernière quelqu'un qui représentait pour moi sur ces 10 dernières années le parrain de cette émission, l'éditorialiste de France 24, Gauthier Rybinski. Merci. Merci d'être avec nous. Et j'ai aussi le plaisir d'avoir avec nous Guilhem Deltey, qui est journaliste au service international de RFI. Bonjour Guilhem, merci d'être avec nous. Et je suis ravie de vous avoir tous les deux, puisque l'idée de cette émission depuis le départ a été de recevoir des journalistes, des éditorialistes et des analystes de France Média Monde, donc de RFI, France 24 et MCD, pour décortiquer pour vous l'actualité à venir et vous donner aussi tout le background et le bagage pour pouvoir comprendre ce qui fera la une de vos journaux. Donc voilà, ravi de faire cette dernière, mais aussi ému de pouvoir de rendre l'antenne, en tout cas sur cette émission. Nous avons choisi comme thématique pour cette dernière le Yémen. Les opérations militaires américano-britanniques continuent donc dans ce pays contre les rebelles Houthis. Un nouveau front s'ouvre dans un Proche-Orient déjà embrasé avec la poursuite par Israël de sa guerre à Gaza. Les frappes américaines font suite aux multiples opérations des rebelles Houthis en mer Rouge depuis novembre dernier. Leurs attaques visant des navires marchands ou de guerre en mer Rouge en réaction à la guerre que mène Israël à Gaza, impactant sérieusement le commerce mondial. Alors, Guilhem, je voudrais commencer avec vous et revenir un petit peu sur l'histoire pour comprendre qui sont les Houthis. L'insurrection des Houthis a démarré au Yémen en 2004. C'était contre le régime d'Ali Abdallah Saleh. Mais c'est une fois que ce dernier a quitté le pouvoir, c'était pendant le printemps arabe et les révolutions arabes, que les Houthis se sont emparés de la capitale Sanaa et qu'ils se sont réellement imposés dans le pays. Oui, c'est vrai que c'était au départ un mouvement assez local, tribal d'ailleurs, du nom de leur chef, Houthi. Ils étaient situés dans le nord-ouest du Yémen, dans la province de Saada, et défendaient une communauté qui est une minorité, la minorité zaïdite. C'est une branche de l'islam chiite. Et c'était finalement un schéma assez classique d'un mouvement de rébellion, de défense d'une minorité face à la majorité dans le pays. Mais les actions, les opérations des Houthis sont restées pendant de nombreuses années assez localisées à cette province de Saada. Et c'est à la faveur du printemps arabe, des divisions qu'il a entraînées dans le pays, au Yémen, avec la chute d'Ali Abdallah Saleh, la mise en place de nouvelles autorités. Alors que Ali Abdallah Saleh a tout de même conservé aussi une certaine popularité des partisans, il y avait des dissensions. Et à la faveur de ces dissensions-là, eh bien, les Houthis ont lancé l'assaut sur Sanaa, c'était en 2014. Et ils ont commencé à devenir un mouvement beaucoup plus national. Ils se présentent d'ailleurs aujourd'hui comme un mouvement national islamiste. Ils refusent le nom de Houthi, qui était le nom de leur chef, et qui renvoie du coup à ce côté tribal, pour préférer le nom de Ansar Allah, qui est le nom officiel du mouvement, les partisans de Dieu. Voilà, aujourd'hui, ils essaient de se poser comme un mouvement national qui contrôle une grande partie du territoire, notamment la plupart des grandes villes et la majorité de la population yéménite. Gauthier, donc on passe d'une question yéméno-yéménite dans ce pays-là à une question régionale, puisqu'il y a une coalition de pays arabes qui a été dirigée par Riyad, par l'Arabie Saoudite, soutenue par Washington, qui va lancer la guerre Houthi en 2015. Les premières frappes saoudiennes, elles, datent pourtant de 2009 et qui étaient déjà en soutien à Ali Abdallah Saleh, mais surtout, c'est là aussi que Téhéran rentre sur la ligne, parce qu'on parle aujourd'hui des Houthis comme étant soutenus par l'Iran, mais ce n'était pas forcément le cas dans les premières années. Non, c'est un effet pour Téhéran, c'est une opportunité. C'est l'opportunité de compléter ce fameux arc chiite dont on a souvent parlé, Téhéran, Bagdad, Damas, Beyrouth. Et là, il y aurait justement une sorte d'étape supplémentaire qui serait Sanaa, en tout cas le Yémen. Et effectivement, il n'y a pas forcément adéquation, puisque pour la théologie iranienne, le fait que les Haïdites soient... Alors c'est compliqué, parce que c'est une question de filiation au sein de l'islam entre le prophète et, au fond, ses descendants. Mais il n'y a pas... la bonne entente n'est pas garantie. En revanche, comme le disait Guilhem, c'est au moment où les Houthis deviennent un mouvement national, là, Téhéran se dit il y a moyen de les mettre de notre côté, non seulement par la fourniture d'armes, mais aussi par une opposition diplomatique, politique,
au régime de Saleh et surtout de manifester de manière très claire l'opposition à l'Arabie Saoudite, laquelle, pour répondre à votre question, commence effectivement très tôt à s'impliquer dans un conflit qui n'est pas encore vraiment déclaré, parce qu'elle a perçu cette mutation entre un mouvement local et tribal en un mouvement politique chiite. Sans présager d'ailleurs de l'avenir, puisque aujourd'hui c'est vrai qu'ils essayent de se détacher de cette marque qui serait une marque non seulement locale mais exclusivement chiite. Mais est-ce que c'est pour autant qu'on peut réduire les rebelles Houthis à de vulgaires marionnettes gérées depuis Téhéran? Alors là vous avez, c'est en plus les deux écoles de la géopolitique qui s'affrontent, parce que vous avez la première qui consiste à dire au fond tout n'est question que d'alliance et d'intérêt matériel. À ce moment-là vous pouvez dire oui, parce que les armes viennent de Téhéran, parce qu'il y a une concordance sur cet agenda chiite, mais au fond, on voit bien aussi que dans le cadre du Yémen, il y a une question yéménito-yéménite qui ressort, qui est celle de la place, donc au fond de ceux qui ont le pouvoir, qui sont prépondérants, face à l'organisation. Il y avait une vieille histoire de constitution qui voulait instaurer un régime de type fédéraliste au Yémen, et qui est contraire aux intérêts houthis. Et puis, la question aussi qui se pose, c'est que l'ordre que ce mouvement essaye d'imposer au Yémen tout entier, qui est un ordre théocratique. Il y a l'idée d'instauration d'une théocratie, évidemment, ne convient pas à tout le monde, surtout à ceux qui ont été finalement dans le mouvement des printemps arabes, qui visaient à la fois à s'émanciper d'un autoritarisme comme celui de Saleh, mais ne pas s'adonner, ne pas se jeter dans les bras de l'islamisme. Alors, Guilhem, pourtant, donc on a ces attaques qui commencent en 2015, menées par Riyad, mais entre 2015 et 2023, on a l'impression que le Yémen n'est pas du tout dans le radar de l'Occident. On parle pourtant, et l'ONU n'arrêtait pas de tirer la sonnette d'alarme, on parle d'une des crises humanitaires les plus graves au monde. On parle de 80% de la population du pays qui peine à accéder à la nourriture et à des services de base, et ça, c'était encore en 2023. Oui, c'est ça, la situation humanitaire catastrophique du Yémen, elle dure, elle s'est inscrite dans la durée, ce n'est pas une crise temporaire du tout. Effectivement, on en parle peu du Yémen, peut-être pour des raisons de difficulté d'accès aussi pour les journalistes, mais pas uniquement. C'est un pays qui finalement est un peu à la marge, qui est moins stratégique, qui focalise moins d'attention, moins de passion aussi que d'autres. Mais est-ce que parler peut-être plus du Yémen, ça pourrait être aussi critiquer plus l'Arabie Saoudite? Alors, il y a les alliances, incontestablement. On sait que l'Arabie Saoudite a ses alliés en Occident et que les Occidentaux ont du mal à affirmer une position trop virulente d'opposition aux actions de l'Arabie Saoudite. Après, il pourrait y avoir néanmoins un certain nombre d'actions humanitaires qui ne sont pas forcément une opposition frontale aux opérations militaires. Et on voit qu'aujourd'hui, l'aide humanitaire au Yémen baisse. Les agences de l'ONU appellent régulièrement à plus de fonds, ont été obligées ces dernières années à revoir leurs activités, leurs opérations au Yémen à la baisse. Le nombre de portions alimentaires distribuées, par exemple, on parlait effectivement de 80% de la population qui avait besoin d'une quelconque aide humanitaire encore en 2023. Mais en fait, les portions alimentaires sont moins conséquentes, soit elles sont plus petites, soit il y a des zones complètes dans lesquelles le programme alimentaire mondial de l'ONU a cessé ses opérations. C'est le cas depuis l'été dernier dans les zones contrôlées par les Houthis, justement. Notamment parce que ces agences aujourd'hui manquent de financement et donc d'un soutien international. Alors, Gauthier, est-ce qu'à force de regarder ailleurs, cet Occident justement a omis de suivre ce qui se passait à l'intérieur, même au-delà de la crise humanitaire, politiquement, ce qui se passe depuis 2015 au moins, depuis avant 2012 éventuellement, ce qui se passe à l'intérieur, et quelle est la situation aujourd'hui politiquement au Yémen ? Alors, oui, c'est vrai qu'il y a eu un regard détourné. De la même manière, on le voit bien qu'il y a eu un regard détourné vis-à-vis de la question palestinienne, dont on a pensé qu'elle était, au fond, résolue... justement, parce qu'on l'a laissé tomber. Parce qu'on l'a laissé tomber, elle allait se résoudre. Priorité. Elle n'avait plus de priorité que finalement il y avait ce projet qui était insensé de Jared Kushner, le gendre de Donald Trump, qui consistait à faire de la zone une vaste étendue d'échanges commerciaux et uniquement cela. Et donc c'est vrai que le Yémen sortait un peu du cadre, mais comme vous le dites, sur un plan politique,
donc il y a cette association, et qui ne date pas d'hier, avec l'Iran. Et donc, cette mauvaise anticipation du rôle que l'Iran allait continuer à jouer, alors qu'on était aussi dans les négociations sur le nucléaire iranien, on a pensé qu'effectivement, le nucléaire iranien accaparait la direction du régime des mollahs, au point de faire en sorte qu'ils laissent tomber ce qu'on appelle leur proxy, c'est-à-dire leur bras prolongé, ce qui est en fait une méprise, une bévue, dans la mesure où on voit que Téhéran, aujourd'hui, pèse presque chaque jour le fait d'intervenir un peu plus dans ce conflit, avec les intérêts qui sont ceux d'obtenir le programme nucléaire et d'obtenir la bombe. Et les deux, finalement, sont connexes, dans la mesure aussi où l'Occident dit, si on va trop loin, Téhéran répondra de manière excessive, et si on maintient une forme pas de consensus, mais on a toujours l'impression qu'il y a une forme de rituel presque entendu entre les deux parties, eh bien on peut éviter le pire. Donc c'est là que l'aspect politique a été évincé, mais encore une fois, à l'image de ce que l'Occident a fait à propos de la question palestinienne, et même, mais on aura l'occasion sans doute d'y revenir, à l'image aussi de ce que les forces, ou la rue arabe, ou ceux qui sont radicalement opposés à Israël, n'ont pas fait non plus. C'est-à-dire que les Houthis, finalement, on dit ils agissent par solidarité, parce que c'est avant tout une opportunité. Mais surtout aussi, on a l'impression qu'à force de ne pas suivre ce qui se passe là-bas, on n'a pas pu anticiper aussi, on y reviendra en deuxième partie, mais on a l'impression que à partir du moment où c'est une question yéméno-yéménite, et au mieux, c'est un peu dans la région, mais ça, l'Arabie Saoudite s'en occupe, on ne regarde pas vraiment. Et après, quand ça impacte beaucoup plus loin que le Yémen, on a l'impression de découvrir. Oui, tout à fait, parce que justement, ce qui s'est passé au Yémen, avec Ali Abdallah Saleh, dont on avait presque fini par considérer qu'il était un moindre mal. Ce qui est toujours un mauvais calcul, si vous voulez, quand vous dites, bon, ce personnage n'est pas très recommandable, mais après tout... Oui. Bon, et là, effectivement, ça veut dire qu'on ferme un regard sur un pays en disant, allez, la stabilité, vous savez, la diplomatie française, entre autres, pratique ça en disant, la stabilité... C'est-à-dire qu'on n'a pas appris la leçon du printemps arabe. Oui, et qu'on avait peut-être anticipé mieux avec les pays du Maghreb, et là, le Yémen, c'est très loin. C'est un peu trop loin. C'est trop loin, c'est trop loin. Et ça ne paraissait pas être au centre d'un point de vue politique, ce dont on voit, enfin, on en comprend aujourd'hui l'erreur. Alors le Yémen qui justement revient au centre de l'actualité et revient au centre des intérêts de l'Occident aussi, c'est ce que nous allons voir en deuxième partie de cette émission. On revient juste après le bulletin d'information pour la deuxième partie de Demain à la Une. Bienvenue à tous dans la deuxième partie de cette dernière émission de Demain à la Une. Et nous avons choisi de parler de la situation au Yémen et des Houthis. Alors, Gauthier, je reviens vers vous pour une question justement sur ce qu'on disait tout à l'heure, à savoir, est-ce que les Houthis, est-ce que le Yémen était dans le radar de l'Occident ou pas? Aujourd'hui, les Houthis reviennent dans l'actualité, à la une de l'actualité. C'était à partir du mois de novembre. Ils ont commencé à s'attaquer à des navires en mer Rouge et dans le golfe d'Aden, les navires qu'ils estiment liés à Israël, et ils disent que c'est en solidarité avec les Palestiniens à Gaza. Est-ce que ça aussi, personne ne s'y attendait? Alors, que ça soit par hostilité envers Israël, ça paraît être une chose... Ça, ils en parlent depuis longtemps. Voilà, c'est dans leur slogan. Depuis très longtemps, parce qu'à partir du moment aussi, en plus, où l'ambition est d'installer une théocratie musulmane au Yémen, il est évident que ça rentre dans l'idée d'un combat vis-à-vis d'Israël. Là où c'est plus surprenant, mais en même temps, on aurait pu s'y attendre, c'est cet engagement militaire fort, pour précisément viser des navires suspectés d'avoir des liens avec Israël, mais surtout, au fond, et c'est là qu'il y a quelque chose qui relève de la concurrence avec les autres mouvements qui peuvent être pro-palestiniens ou palestiniens eux-mêmes, en montrant... Ceux dont on parle depuis le 7 octobre, justement, parce qu'on s'attendait au Hezbollah, mais personne ne parlait à ce moment-là des Houthis. Voilà, et c'est pour ça que je pense, si vous voulez, même s'il y a d'autres considérations qui entrent en ligne de compte avec le Hezbollah, que le Hezbollah est beaucoup plus instrumentalisé et dépendant de Téhéran que les Houthis. Parce que pour les Houthis, il y a à la fois cette aubaine qui consiste à représenter le mouvement qui, lui, réagit,
C'est-à-dire qu'à la fois ce mouvement flatte d'une certaine manière ceux qui dans la rue arabe ont toujours, c'est là que c'est important me semble-t-il, qui ont toujours pensé que l'avènement d'un État palestinien serait l'avènement d'une démocratie arabe. Et de ce point de vue-là, il y a, pardonnez-moi le terme, il y a presque un marché à remporter. Parce qu'on sait très bien aussi que les États arabes ont utilisé, certains, pas tous, mais la cause palestinienne, à la fois pour un dérivatif social vis-à-vis de leur propre population, et bien sûr aussi vis-à-vis des États-Unis et de pouvoir marchander un certain nombre de choses. Avec un Hezbollah qui ne réagit pas encore et qui reste dans la retenue pour le moment. Oui, parce qu'il y a aussi derrière le Hezbollah la question du Liban et d'un éventuel effondrement du Liban si un conflit ouvert devait se déclarer. Guilhem, il y a aujourd'hui, quand on parle de ces attaques des Houthis en mer Rouge et dans le golfe d'Aden, c'est quand même pas juste une question régionale, c'est une question mondiale. 80% du commerce mondial de biens se fait par voie maritime, de manière générale. 12% de ce commerce transite par cette zone-là qui est contrôlée par les Houthis. Avec ces attaques, beaucoup d'armateurs ont choisi à ce moment-là de contourner par l'Afrique, ce qui va avoir un impact sur les délais et sur les prix alimentaires, entre autres, mondiaux, sachant qu'il y a d'autres endroits, par exemple, avec l'Ukraine, qui impactent d'autres zones maritimes. Donc aujourd'hui, c'est primordial et ça touche tout le monde, ce qui se passe en mer Rouge. Oui, absolument. Pour marquer l'importance, le côté stratégique de la mer Rouge, il y a ce 12% du trafic, du commerce maritime qui passe par là. C'est même 30% pour les containers, parce que parmi les méga-tankers, les pétroliers, etc., il y en a qui sont trop larges pour emprunter le canal de Suez, donc qui, eux, faisaient déjà le tour. Mais donc, en fait, pour les bateaux qui transportent les biens, c'est aujourd'hui 30% du commerce de ces bateaux-là qui passent par le détroit de Bab el-Mandeb et qui remonte le long de la côte du Yémen vers le détroit de Suez et la Méditerranée. Donc c'est effectivement quelque chose de très important et l'impact sur le trafic maritime a été immédiat. Dès le mois de décembre, c'était plus d'un tiers de trafic en moins dans la mer Rouge. Donc oui, on voit bien effectivement que ça a un impact direct qui touche tout le monde et on sent les inquiétudes des organisations financières internationales. La Banque mondiale, par exemple, a parlé du risque d'inflation face à donc, une augmentation des prix parce que, en fait, contourner l'Afrique, ça prend 2 semaines de plus. Passer aujourd'hui par le détroit de Bab el-Mandeb et donc par la mer Rouge, essayer de défier finalement ou de prendre le risque d'assumer de faire face à une attaque Houthi. Les compagnies d'assurance ont augmenté leurs primes parce que ça coûte plus cher et donc du coup en fait ça impacte les prix de toutes les manières. Ça impacte le prix en fait. De rester par là-bas ou de contourner. Quoi qu'il arrive, le transport, le prix en fait du fret entre la Chine et Rotterdam, qui est l'un des grands ports européens, a doublé en fait depuis le début de ces attaques. Et donc on voit effectivement ce risque que cela fait peser sur une éventuelle inflation mondiale. Alors pour l'instant, l'inflation n'a pas augmenté dans de fortes proportions. Pour une raison notamment, c'est que le commerce des hydrocarbures n'a pas encore été perturbé parce que certains supertankers ne passent pas par là et ne passaient pas par là avant, que ce sont aussi des cargaisons qui viennent de pays de la région, souvent plutôt alliés ou pas trop éloignés, etc. Donc c'est plus difficile pour les Houthis d'attaquer ces bateaux-là. Et donc aujourd'hui, il y a encore une certaine stabilité des prix liée au fait que le commerce des hydrocarbures, lui, n'a pas été particulièrement atteint par ces attaques, mais ça reste fragile et à tout instant, si jamais d'un seul coup les pétroliers pouvaient être ciblés aussi, le risque que les prix augmentent est très fort. Je voudrais revenir à la question de tout à l'heure, Gauthier, par rapport au fait, est-ce que personne ne s'attendait à ce qui est en train de se passer? Est-ce que quelque part, on n'a peut-être pas été aussi loin pour analyser toutes les répercussions de cette guerre parce qu'on n'a pas pensé que cette guerre allait durer autant? Je parle de la guerre israélienne à Gaza. Oui. Parce que c'est dur aujourd'hui de voir toutes ces répercussions régionales, mondiales, et de se dire que personne n'a étudié ça et personne n'a anticipé. C'est-à-dire que là encore, il y a une affaire qui... Bon, j'emploie un terme qui peut hérisser certains, mais malheureusement, les conflits à Gaza... qui, d'ordinaire, débutait par des tirs de roquettes palestiniens et une riposte israélienne. Il y avait quelque chose de l'ordre du rituel, c'est-à-dire qu'on ne savait pas exactement pourquoi c'était déclenché, et on ne savait pas non plus pourquoi 1 mois, 2 mois après, ça s'arrêtait. Et quand je dis 1 mois, 2 mois, c'était maximum. Et là, il y a
il n'y a pas la prise de conscience, d'une part, en Occident, en tout cas pas immédiate, de ce que représente le 7 octobre, et surtout de la manière dont un Netanyahou qui a besoin de se sauver, et de sauver sa coalition, va réagir. Et là, probablement qu'effectivement, le Yémen, à ce moment-là, c'est très loin. C'est très lointain, et qu'on n'a pas une perception, hormis ceux qui connaissent la question, on n'a pas une perception très précise. Vous savez, on dit souvent les rebelles yéménites. Bon, après tout, les rebelles, ça peut être quelque chose d'extrêmement, j'allais dire, glorieux ou même romantique. Enfin, on a une formulation qui est quand même pas très précise là-dessus. Hein, que quand on parle d'autres, par exemple, quand on parle du Hezbollah, on dit pro-iranien, islamiste, on minimise etc. un peu en disant les rebelles aussi, je pense. Alors, on minimise, et puis il y a aussi ce rapport ambigu que l'Occident peut avoir à l'Arabie Saoudite. C'est-à-dire que l'Arabie Saoudite s'est cassé les dents sur cette rébellion. Vous avez eu raison de préciser que cela avait commencé dès 2009. Et que finalement, on a bien vu que cette Arabie Saoudite, qui est quand même très bien armée par l'Occident, s'était cassé les dents sur cette résistance-là. Et que d'une certaine manière, et c'est ça probablement qui a été aussi un voile, on a supposé qu'à un moment où l'Arabie Saoudite essayait précisément de calmer les choses, parce qu'elle ne pouvait pas suivre à ce rythme sous peine d'être défaite, eh bien, dans ce cas-là, il ne fallait pas casser ces tentatives, ces négociations. On a un peu sous-traité ? Oui, bien sûr. On a un peu sous-traité à l'Arabie Saoudite. Clairement sous-traité, parce que je crois aussi qu'il y a l'envie, mais ça c'est assez humain, de ne pas voir le pire des choses. Hein, on a un peu aussi ce comportement avec la guerre en Ukraine, où on ne voit pas on ne veut pas voir jusqu'où Poutine pourrait aller dans une perspective qui est très largement supérieur et au-delà de l'Ukraine. Et quand ça dure sur le temps, peut-être que c'est plus facile de détourner le regard. Alors, Guilhem, aujourd'hui, les États-Unis réagissent avec, entre autres, la Grande-Bretagne, par moment, pour ouvrir un nouveau front dans un Proche-Orient déjà sous tension. C'est quoi le message, c'est quoi le but ? Je pense que le message est de plusieurs natures. Il y a tout d'abord un soutien à l'allié israélien, parce que la mer Rouge, c'est stratégique aussi pour Israël, qui a un accès sur la mer Rouge avec la ville d'Elat, qui tient non seulement évidemment à conserver cet accès, mais à garder une liberté de circulation via la mer Rouge et du coup une ouverture vers l'Asie, non pas juste par la Méditerranée via l'Europe. Si on reprend historiquement 1967, c'est la fermeture d'un détroit au large de l'Égypte qui a déclenché la guerre des 6 jours. Ça a été vécu comme une déclaration de guerre par Israël, par les responsables israéliens qui ont voulu rouvrir la mer Rouge et qui ont donc déclenché la guerre des 6 jours. Donc on voit la sensibilité du sujet pour Israël, mais ce n'est pas uniquement un soutien à son allié. Je pense que c'est aussi, on l'a rappelé, un nouvel épisode du bras de fer que se livrent les États-Unis et l'Iran, même si les Houthis mentionnés ne sont pas inféodés à l'Iran. Laisser les Houthis déstabiliser le commerce mondial, c'est aussi tout de même accepter, leur donner un poids un peu plus fort et leur donner du poids aussi à l'Iran pour peser dans d'autres négociations. Et donc c'est encore aussi un épisode de cette guerre via proxy que se livrent les États-Unis et l'Iran. Gauthier, brièvement, justement, en parlant de poids, est-ce qu'aujourd'hui, les Houthis, avec tout ce qui est en train de se passer, sont devenus un peu de nouveaux acteurs protagonistes incontournables dans la région ? Est-ce que ces attaques pourraient peser sur la guerre israélienne à Gaza ? Alors, souvenons-nous d'une part que la seule trêve, cessez-le-feu, pause qui a eu lieu à Gaza, a été initiée par les États-Unis qui ont essayé de peser en disant à Israël, si on ne lève pas le pied, le reste va s'embraser, notamment via les Houthis. Et là, dixit Blinken à Netanyahou, tout ça, c'est comme un retour de feu, ça va se répercuter aussi sur Israël. Mais la deuxième chose, c'est que, au fond, on ne sait pas comment les Houthis, à l'avenir, vont se comporter. Et ça dépend, comme disait Guilhem, ça dépend de cette relation avec Téhéran. Elle peut être élastique, c'est-à-dire qu'à certains moments, elle peut être très forte, très normée, et puis beaucoup plus distendue. Et là, on verra comment les Houthis se comportent, c'est-à-dire que, est-ce qu'ils deviennent incontrôlables ou incontournables parce qu'ils revendiquent une part d'autonomie politique dans leur choix, ou bien est-ce qu'ils sont simplement une protubérance armée de l'Iran ? Et ça, on ne peut pas le savoir pour l'instant, et ça dépendra non seulement de la direction Houthi, de ce qui se passe au Yémen, et de la manière dont l'Iran
compte mener de front à la fois sa revendication nucléaire et le fait qu'elle a, même symboliquement, la volonté de ne pas laisser tomber, je dis bien symboliquement, les Palestiniens. En tout cas, je rappelle juste que ce dossier du Yémen est très suivi sur les antennes de RFI et sur France 24, donc à suivre par la suite. Merci beaucoup, Ilham, d'avoir été avec nous. Merci Gauthier, d'avoir été depuis la première jusqu'à la dernière, d'avoir été avec nous. Je vous remercie tous, chers téléspectateurs, mais aussi tous les spectateurs qui passent par les réseaux sociaux, par YouTube entre autres. Et vous avez été prêts, nous avons cumulé depuis septembre plus d'1 million de vues sur YouTube et je vous en remercie. Ce fut un honneur pour moi d'être aux manettes de cette émission. Je voudrais remercier toutes les équipes, la régie bien évidemment, et les équipes éditoriales et techniques qui ont été avec nous. Je voudrais remercier tous les chefs d'édition qui m'ont accompagné sur cette dizaine d'années, à commencer par Hussein El Ganaïni, Sarah Aboubakri, Mohamed Chanteur et Monder Madfaï aujourd'hui et tous ceux qui les ont remplacés, mes collègues qui m'ont remplacé aussi à cette place. Mais je voudrais aussi remercier toutes les coordinatrices d'émissions qui ont été à mes côtés. Je cite plus particulièrement Lamia Magnard et Jessica Fahed et puis Razi Gérard aujourd'hui. Merci à vous tous. Ce fut un réel plaisir. Merci, chers collègues et confrères, d'avoir été avec nous. C'est grâce à vous que cette émission a existé pendant 10 ans. Merci à tous les invités qui nous ont fait l'honneur aussi de venir sur ce plateau. Ce fut un plaisir d'être à votre compagnie pendant ces 10 dernières années sur l'antenne francophone de France 24. Merci à vous tous et à bientôt.